Voici une vidéo qui, j'espère, sera en mesure de satisfaire votre curiosité. Donc, nous avons ici deux vieux vidéoprojecteurs à technologie LCD qui vont donc être démontés au cours de cette vidéo pour qu'on puisse voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un appareil qui me semble particulièrement intéressant parce que déjà on n'en trouve pas beaucoup en récupération et aussi parce que la partie optique qui assure la production de l'image est particulièrement exotique. Donc allons-y. Alors on se rend compte tout de suite que c'est des appareils qui sont extrêmement ventilés, avec plusieurs ventilateurs dans chacun d'eux, notamment bien sûr pour évacuer la chaleur produite par la lampe qui assure l'éclairage de la vidéoprojection et qu'on verra tout à l'heure. D'ailleurs, ici, le refroidissement a tellement d'importance que c'est des ventilateurs un peu spéciaux qui sont utilisés, c'est-à-dire qu'en plus des deux fils d'alimentation classiques rouge et noir, il y a en plus un fil blanc qui permet de témoigner à la carte électronique qui se trouve en amont que le ventilateur tourne bel et bien. Et donc sur cette machine-là, si on débranche un ventilateur, elle indique tout de suite erreur surchauffe température. Donc si jamais vous avez une machine comme ça qui, dès le début où vous l'allumez, indique surchauffe, alors que physiquement elle n'a pas pu avoir réellement le temps de chauffer, ça veut peut-être dire tout simplement que y a un ventilateur qui a rendu l'âme. Alors dans cet appareil, on tombe sur une première série de cartes électroniques qui sont là pour constituer la partie commande. Ici, il y en a 3. Sur cet appareil-là, c'est réparti en deux cartes. Il y a vraiment beaucoup de composants. Je ne m'attendais pas du tout à en avoir autant. Je pensais qu'on aurait à peu près le même nombre que ce qu'on a dans un écran LCD. Alors c'est une partie commande qui sert à gérer le fonctionnement de l'appareil, c'est-à-dire que ça contrôle le fonctionnement des ventilateurs, ça surveille aussi la température de la machine au moyen de petits capteurs disposés dedans. Ça sert aussi à gérer les petits boutons accessibles à l'extérieur qui permettent d'accéder à des menus. Et c'est surtout une carte qui sert à faire de la conversion de signaux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a un certain type de signal vidéo qui va rentrer là sur le côté de l'appareil. Donc celui-ci, il supporte du VGA, du RCA, du S-Video. Il n'est pas tout jeune. Et pour les modèles plus récents, on peut imaginer qu'il y a bien sûr du DVI et du HDMI. Mais voilà, on a un signal vidéo qui rentre là-dedans sous une certaine forme. La carte électronique va le retraiter. Et des nouveaux signaux vidéo vont ressortir au niveau des 3 nappes que vous apercevez ici. Rappelez-vous-en bien, c'est des nappes qui descendent plus bas dans le système optique, qui assure la production de l'image et dont on reparlera tout à l'heure. Ensuite, on tombe sur deux gros blocs bourrés d'électronique de puissance. Alors le premier, c'est celui-ci, c'est en fait la carte d'alimentation de l'appareil. Ça reçoit le secteur d'un côté, et ça convertit ce secteur en plusieurs très basses tensions continues, un petit peu comme le ferait une alimentation de PC. Donc ces tensions continues, elles viennent alimenter la carte de commande bien sûr, et les quelques ventilateurs à faire tourner. Alors c'est une alimentation bien évidemment à découpage, et d'après la taille des pièces, c'est qu'une estimation, je ne serais pas étonné qu'elle transfère quand même quelques dizaines de watts, même si ça me semble un petit peu beaucoup. D'ailleurs, sur cette machine-là, j'ai repéré un défaut au niveau de la carte d'alimentation. Il y a un condensateur qui a sa pellicule de plastique complètement écaillée. Il semble avoir surchauffé. Pareil pour un régulateur linéaire qui se trouve à côté, qui semble aussi avoir trop chauffé. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était une panne qui était peut-être réparable. Donc, j'ai arrêté de mettre cet appareil-là en pièces. Ce qui fait que c'est surtout celui-là en fait qui va servir de cobaye pour la suite de cette vidéo. Ensuite, on a un deuxième bloc d'électronique de puissance là-dedans, qui est celui-ci, et ça sert à alimenter la lampe à décharge qui éclaire la vidéo. Donc ça ne se prend pas le secteur en entrée, la tension d'entrée est repiquée au niveau du premier condensateur qu'on a ici. Donc ce qui rentre quand c'est branché en France, c'est 325 volts continu là-dedans, et cette carte-là convertit le continu donc en alternatif avec une nouvelle fréquence qui alimente la lampe à décharge. Alors celle-ci, je ne sais pas du tout comment elle fonctionne, c'est pas très clair. Par contre, dans l'autre machine, j'ai clairement repéré 4 transistors MOSFET placés en pont en H, avec un circuit de commande de référence UBA 2032. Et donc on a clairement un onduleur qui convertit du continu en alternatif pour alimenter la lampe. Il y a aussi un dispositif de génération de pics de tension, pour pouvoir réussir à faire amorcer un arc électrique dans la lampe. Alors là, je ne sais pas du tout comment c'est fait. Par contre, ici, je vois une bobine
et un condensateur avec une tenue en tension assez élevée, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait résonance entre bobine et condensateur pour que à la fréquence de résonance entre les deux, il y ait un pic de tension au niveau du condensateur qui soit capable d'amorcer la lampe. Voilà, c'est juste une hypothèse. On peut aussi remarquer qu'il y a une liaison de signaux entre la carte de commande et la carte qui fait tourner la lampe à décharge. Et c'est une liaison qui est interfacée par des optocoupleurs pour assurer l'isolation galvanique, parce que la carte d'électronique de puissance, elle a des points communs avec le secteur, et il ne faut pas que le secteur se retrouve dans la partie commande, évidemment. C'est une liaison qui permet à la carte de commande de dire à la lampe quand est-ce qu'il faut s'allumer ou non, selon qu'il faut afficher une image ou pas d'image quand on est en veille, par exemple. Il y a aussi un signal dans le sens opposé qui permet à la carte de commande de savoir si la lampe a réussi à s'allumer ou pas. Et justement, sur cette machine-là, la lampe a explosé, donc elle ne s'allume pas, ce qui fait que la machine se met en erreur. Et donc j'ai court-circuité le phototransistor de l'optocoupleur qui correspond au signal de confirmation de fonctionnement de la lampe pour faire croire à la machine que tout va bien. Ce qui me permettra tout à l'heure de vous montrer ce qui se passe quand elle essaye de produire des images. Alors en regardant bien, le fonctionnement de ces vidéoprojecteurs LCD est quand même assez analogue à ce qui se passe dans un écran plat classique. C'est-à-dire qu'un écran, pour produire des images, ce qu'il doit faire, c'est en fait donner une couleur bien précise à chacun des pixels qui constituent l'image. Ou plus précisément, faire sortir un flux de lumière coloré avec une couleur précise à l'emplacement de chaque pixel. Alors comment il accomplit une tâche pareille qui paraît pas spécialement simple? Eh bien on a un petit peu la réponse en regardant un écran de très très près, puisque avec une loupe, on s'aperçoit que chacun des pixels est lui-même sous-divisé en 3 minuscules zones par lesquelles sortent à chaque fois un flux de lumière rouge, un flux de lumière bleue et un flux de lumière verte. Alors c'est des couleurs particulières, des couleurs primaires, qui permettent de faire ce qu'on appelle de la synthèse additive. Alors je ne vais pas spécialement rentrer dans les détails, mais très concrètement, ce que fait un écran, ou plus précisément sa dalle LCD, quand il s'agit d'un écran LCD, c'est qu'il est capable de moduler précisément l'intensité des 3 flux rouge, vert et bleu de chacun des pixels. Et en fait, en fonction des intensités respectives de ces 3 composantes colorées de base, le pixel final aura une couleur différente. C'est un peu comme si on prenait 3 pots de peinture de base, qu'on jouait sur le dosage des 3 composantes de départ, et bien à chaque fois à l'arrivée ça va donner un mélange de couleurs finales qui aura un aspect différent. Les deux exemples les plus extrêmes qu'on peut citer, c'est la production de blanc et de noir. Donc pour faire des pixels blancs, la dalle LCD d'un écran va laisser passer à fond et à égalité donc les 3 flux rouge, vert et bleu pour les pixels concernés. A l'inverse, pour produire des pixels noirs, et bien il ne faut laisser passer aucun des flux lumineux, ni rouge, ni vert, ni bleu. Et à ce jeu-là, un écran peut reproduire vraiment beaucoup de couleurs, puisque par exemple, s'il existe 256 niveaux d'intensité lumineuse différentes pour chacune des 3 composantes rouge, verte et bleu, c'est-à-dire entre pleine luminosité et le minimum, et bien 256 puissance 3, puisqu'il y a 3 couleurs, ça fait théoriquement plus de 16,7 millions de couleurs possibles. Alors nous les humains, comme on regarde ces écrans à distance, disons, raisonnable, on ne perçoit pas en tant que tel les petites zones par lesquelles sortent les flux rouge, vert et bleu. Elles sont trop petites, ce qui fait qu'on les voit floues. Et le fait de les voir floues nous fait voir le résultat du mélange des 3 composantes colorées, avec à chaque fois les bons dosages sur chaque pixel, ce qui nous donne à la fin des couleurs cohérentes. Et dans un vidéoprojecteur, ça se passe pas très différemment. Le premier élément qu'on va retrouver dans la chaîne de production de l'image, c'est cette lampe d'éclairage, donc c'est ça qui fournit la lumière dans la vidéoprojection. C'est une lampe à décharge très particulière, donc qui fournit de la lumière en entretenant un arc électrique enfermé dans un tube, rempli d'un gaz particulier pour faire simple, et donc ça fonctionne avec une pression de vapeur assez élevée, et il arrive qu'il y ait comme ici des défaillances qui font que la lampe, ou plus précisément son tube à décharge, explose. Alors heureusement que le verre autour qui sert d'optique pour avoir un faisceau est en même temps capable de retenir les éclats en cas d'explosion, ce qui fait que ça ne souille pas trop l'intérieur de l'appareil. Et vu l'état de cette lampe, je l'ai remplacée par une LED blanche, non pas pour tenter de vidéoprojeter avec, mais simplement pour qu'on puisse voir ce qui se passe quand de la lumière blanche se présente dans l'appareil. Alors soulevons la carte et enlevons provisoirement ceci. Et en soulevant cette dernière plaque, on accède au système optique. Donc la lumière blanche arrive normalement par ici. Voilà, comme ça. Et elle traverse donc tout un système optique composé de miroirs dichroïques, de miroirs classiques, de lentilles a priori, et de ce qui ressemble à des filtres. Bon, je ne suis pas spécialiste en optique.
Alors à quoi sert ce beau sous-ensemble? Eh bien on obtient la réponse en envoyant de la lumière à son entrée, puisqu'on voit qu'à la sortie on obtient un flux de lumière rouge, un flux de lumière bleue et un flux de lumière verte. C'est donc un système qui sert à séparer certaines longueurs d'onde, et on récupère bien évidemment les trois couleurs qui permettent de faire de la synthèse additive. Vous pouvez d'ailleurs remarquer, c'est marrant, que à l'emplacement où se chevauchent les flux verts et bleus, on obtient la couleur cyan, et qu'au chevauchement des flux rouges et verts, on obtient du jaune. Alors à ce stade-là, c'est seulement trois flux lumineux tout bêtes, c'est pas du tout encore une image, mais normalement, à la place du grand vide ici, il y a cette pièce-là, enfin plutôt cet ensemble-là qui est encastré comme ceci. Et vous vous rappelez peut-être quand j'ai parlé de la carte de commande vidéo où il y avait trois nappes qui descendaient dans le système optique, et bien elles correspondent à ces trois-là, qui sont reliés à des petits modules que vous apercevez ici. Alors ces modules-là, qui à proprement parler, vont assurer la composition de l'image. Donc ils reçoivent par la nappe des signaux vidéo, et ils ont une petite fenêtre translucide qui est pour chacun d'entre eux traversée par soit un flux de lumière rouge, un vert ou un bleu. Et il faut imaginer que sur la minuscule fenêtre là, qui correspond plus tard à la future image, il y a un quadrillage extrêmement fin, avec de l'ordre d'un peu plus d'1 million de carrés sur ces modèles là, des carrés qui correspondent aux futurs pixels. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, sur commande des signaux vidéo qui vont rentrer dans les nappes, les minuscules carrés vont être capables d'être plus ou moins translucides, de laisser passer plus ou moins de lumière rouge, verte ou bleue. Et donc c'est bien ça qui va composer l'image, puisque ça va précisément doser l'intensité lumineuse de rouge, de vert ou de bleu qui va se retrouver sur chaque futur pixel. Alors il y a trois modules qui produisent chacun, si vous voulez, une couche d'images, la rouge, la verte, la bleue. Donc ça produit trois images différentes, si on peut dire. Et au milieu, il y a un système qui va être capable de réunir, de superposer les trois images colorées. Et c'est à ce moment-là que les couleurs vont se mélanger entre les pixels respectifs et qu'on va avoir des pixels avec leur couleur finale. Et une fois que c'est mélangé, ça sort pour être projeté. Pour voir un peu concrètement ce qui se passe au niveau des petits modules LCD, il y a cet appareil photo qui est en train de filmer en ce moment et qui envoie son signal vidéo par RCA dans le vidéoprojecteur. J'envoie un petit peu de lumière par l'extérieur et on va voir ce qui se passe au niveau du petit module. Et on peut voir très vaguement, je vous l'accorde, apparaître une image de ce que l'appareil photo est effectivement en train de filmer. Alors c'est pas clair du tout, c'est vrai que je regarde qu'une seule couche de couleur puisque un seul des trois modules, et en plus j'envoie la lumière par le côté opposé, ce qui n'arrange à mon avis pas les choses, mais on voit quand même qu'il fait le job. Alors par contre, si je cache complètement l'objectif de l'appareil photo, ça devrait produire une image noire, et vous voyez qu'on voit pas le module s'assombrir complètement. Moi je m'attendais à ce que la lumière soit complètement bloquée, mais en fait non, en apparence le contraste n'est pas aussi énorme que ce qu'on pouvait penser, mais je sais que le module fonctionne. Je trouve ces petits modules vraiment très impressionnants parce que s'imaginer que sur la petite surface là il y a plus d'1 million de pixels contrôlables, ça donne quand même une idée du niveau de miniaturisation et d'ingénierie qui a été atteint pour réussir ça. D'ailleurs, je pense qu'ils ont été positionnés dans le vidéoprojecteur avec une précision micrométrique. Et puis ensuite scellés, puisque là on peut voir un scellement. Parce qu'il faut bien avoir en tête que si jamais les trois couches d'images rouge, verte et bleue ne sont pas parfaitement superposées, eh bien ça ne peut pas donner une image correcte. Et donc je ne serais pas étonné que si un des petits modules venait à se prendre un choc mécanique qui le désaxe d'à peine quelques microns, eh bien ça fout complètement l'image en l'air parce que les mélanges de couleurs entre les pixels respectifs ne pourraient plus correspondre après. Puis terminons enfin avec les derniers détails à mentionner. Donc au-dessus des lampes d'éclairage, on a à chaque fois un thermostat à bilame qui donc coupe l'alimentation en cas de surchauffe que le système électronique n'aurait pas été capable de détecter. Donc c'est vraiment une sécurité ultime parce qu'ils sont branchés carrément en série avec le secteur, donc c'est très fiable, quand ça se déclenche ça coupe tout. Le problème c'est que ça coupe aussi la ventilation qui aurait aidé, elle, à abaisser la température. Là, on a un capteur de luminosité ambiante qui semble un peu plus complexe qu'une simple photorésistance. Ici, des récepteurs avec des modulateurs infrarouges, c'est très classique ça, c'est pour recevoir les rayons d'une télécommande, il y en a un devant et un derrière.
Et on terminera avec l'aspect qui me semble le plus comique, c'est-à-dire la présence de petits haut-parleurs ici de 1 ou 2 watts qui sont censés sonoriser, donc ils sont déjà assez minables en eux-mêmes, mais là, sachant qu'ils sont censés produire du son en étant situés à côté de ventilateurs particulièrement bruyants, voilà, disons que c'est pas très convaincant, quoi.